On a une énorme news qui est tombée hier pour Ethereum, on va en parler aujourd'hui, ça concerne BlackRock et les ETF. Également, on a Strategy qui a quasiment racheté pour $1 milliard de Bitcoin, on va en reparler. Et aujourd'hui, je vous parlerai de l'importance du dollar et de comment les institutions sont positionnées sur le dollar et comment ça pourrait impacter justement le marché crypto. Avant de commencer, tu peux débloquer gratuitement en moins de 10 minutes l'accès à nos algorithmes, à ma formation complète de 30 vidéos et au VIP Discord. Le graphique que tu vois montre uniquement les performances passées, ça ne présage pas des performances futures. Dans le Discord, on publie les performances toutes les semaines. Pour obtenir tes accès gratuitement, ça se passe dans mon commentaire épinglé sous cette vidéo. Allez, c'est parti! Alors ici, on commence tout de suite avec Ethereum, BlackRock qui affile un ETF stack. Alors ceux qui ne savent pas, c'est quoi? En gros, ça permettrait justement d'avoir un rendement pour tous ceux qui vont acheter cet ETF-là. Donc par exemple, avoir 2, 3, 4% de rendement annuel. C'est des ETF qui apprécient énormément les institutions. C'est un petit peu ce qui manquait à Ethereum pour devenir compétitif. Et c'est ce qui fait qu'Ethereum, à long terme, pourrait attirer plus de capitaux institutionnels. Alors je dis pas que ça va dépasser Bitcoin, hein. Mais ce que je dis tout simplement, c'est que ça deviendra un produit qui va devenir très intéressant. Par exemple, on a vu le fonds souverain d'Abu Dhabi acheter l'ETF de Bitcoin. Ces fonds souverains pourraient rentrer dans les ETF d'Ethereum, ce qui pourrait à terme augmenter les inflows et donc tout naturellement permettre à Ethereum de s'apprécier de nouveau. C'est une news qui est assez positive. La dernière fois que BlackRock avait proposé un ETF sur Ethereum, la toute première fois, je crois que de mémoire, c'était juste ici d'un point de vue technique. Il me semble que c'était quelque part par là que BlackRock avait fait une demande d'ETF sur Ethereum, si je me trompe pas. Donc on était proche d'une zone de bottom. Ensuite, on a vu le rallye qu'on a eu ici. Alors, est-ce que l'histoire va se répéter? Je n'en sais rien. En tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que sur du long terme, c'est positif. Pensez pas court terme, pensez pas aujourd'hui, parce qu'en soi, on voit que le prix n'a pas forcément réagi pour le moment. Mais pensez long terme. C'est vraiment ce qui renforce le fait qu'Ethereum restera très probablement dans le top 2, le top 3 du marché crypto à très long terme. Le fait de proposer ce genre d'ETF, c'est hyper intéressant. On peut penser ce qu'on pense, oui, moi, Ethereum, j'aime pas, machin, bref, chacun a son avis. Mais le fait de se dire que BlackRock y croit et va proposer des rendements sur ce genre d'ETF, ça, c'est super positif et ça va attirer des capitaux institutionnels. Et c'est ce qu'il faut comprendre et c'est ce qui fait qu'à terme, Ethereum pourrait aller chercher des market cap, une capitalisation plus importante. Actuellement, on peut voir que Ethereum, son market cap est de ici 374 milliards avec un record à 600 milliards. Ça pourrait littéralement, potentiellement aller chercher un market cap plus important parce que si ça attire des institutions, ça va grossir en market cap. En comparaison, le market cap de BTC ici est, alors il faut que je le trouve déjà premièrement. Le market cap de Bitcoin est de 1800 milliards avec un pic à 2500 milliards. Ethereum, à terme, pourrait aller chercher 1000 milliards, 1500 milliards, etc., etc. Et c'est ce qui fera potentiellement qu'on aura une valorisation plus importante sur Ethereum grâce à ces ETF-là. Rien n'est sûr, encore une fois, mais ça reste de mon point de vue positif pour du long terme. Un point de vue technique rapide sur Ethereum, il s'est rien passé, grosso modo, ça continue de ranger un petit peu ici. Tant qu'on maintient la dernière impulsion haussière, je ne m'inquiète pas personnellement pour Ethereum. Ce qui serait pas positif, c'est de rompre la dernière impulsion. Ça indiquerait qu'on a énormément de probabilité de revenir sous les $2700, voire les $2600. Et dépendamment de ce que fait Bitcoin, je me dis que si on revient vers ces niveaux, c'est que Bitcoin décide de casser son premier arrêt. Et si Bitcoin casse son premier arrêt, il y a énormément de probabilité, de mon point de vue, d'aller sous les $74 000. Donc ça pourrait engager Ethereum dans une continuation baissière, ce qui n'est pas encore le cas actuellement. Je le redis, il ne faut pas réintégrer le breakout qu'on a eu ici. Voyons, on l'a pas réintégré pour le moment, on a juste fait des mèches basses. Si on commence à se réinstaller là-dessous et casser cette zone d'impulsion, là, ça sentirait pas bon. Consolidation, manipulation, une expansion baissière. On pourrait même avoir des objectifs baissiers ainsi, avec des niveaux d'extension, par exemple, ici, qui donneraient les 161,8 et 200 entre justement les $2200 et les $2000. Donc l'objectif en weekly, théoriquement, si on est amené à perdre les zones que je vous ai indiquées, cette zone de fair value gap en weekly et l'impulsion 12 heures que je vous ai montré, théoriquement, d'un point de vue technique, l'objectif c'est $2111 au minimum, ça correspond à cette zone d'extension. Mais pour le moment, on n'y est pas du tout et c'est plutôt encourageant de voir cette zone être maintenue. Demain, FOMC, hyper important, c'est ce qu'attend le marché. Est-ce qu'on va partir sur un sell de news et du coup, tout simplement, les indices auront pricé le fait que la Fed allait baisser les taux et ensuite on va pricer jusqu'au 18 octobre, au 18 décembre, le fait que la Banque du Japon va augmenter ses taux d'intérêt. Je rappelle que c'est la chose la plus probable actuellement, c'est ce qui est en train de pricer le marché, je vais y arriver. Je crois que du côté de sites de Paris, ils sont à 80% de probabilité de monter les taux d'intérêt, donc c'est quasiment acté. Et donc ça serait une chose qu'on pourrait pricer éventuellement.
Continuez d'observer les indices américains, c'est important. Je le redis encore une fois, les indices, on est sur une résistance importante. On a pris les stops de l'order block juste ici et on voit que pour l'instant, on se fait rejeter un petit peu. Rien de dramatique, mais ça reste une zone à observer. C'est hyper important de comprendre qu'on est sur un niveau clé du côté des indices américains et que ça doit breaker. De mon point de vue, les indices américains sont bullish et devraient aller faire un nouvel ATH au cours des prochains jours, prochaines semaines, mais rien n'est assuré encore une fois. Ça, c'est ce qu'il faut bien se dire. Et c'est ce qui manque en fait au Bitcoin pour continuer de rebondir, c'est une hausse des indices, parce que dès que les indices se calment, Bitcoin retrace immédiatement, puisqu'il est plus faible que les indices américains, je le redis. Avant, on va parler de Bitcoin avant et après je vous parlerai d'une chose très importante, le dollar index, avec comment sont positionnées les institutions sur le dollar. Est-ce que les institutions sont bullish ou non? C'est ce qu'on va voir juste après avec des outils assez puissants. Pour venir avant sur BTC ici, pareil, donc la dernière impulsion est maintenue, RAS, c'est toujours la zone qu'on est en train de maintenir pour le moment. On attend probablement le FOMC de demain. Hier, on a eu une information stratégie à acheter beaucoup de Bitcoin. Ça fait longtemps qu'ils n'avaient pas acheté autant. Ils ont dépensé 963 millions pour acheter 10 624 Bitcoin avec un prix moyen, je crois, autour des 90 000 $, quelque chose comme ça. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que par le marché, ça commence à peut-être à pricer un risque si MicroStrategy achète trop et que pendant trop longtemps, on resterait sous leur prix d'achat. Ça pourrait les forcer justement potentiellement à vendre. Alors, il y a leur prix d'achat, il n'y a pas que ça, il y a aussi le fait de avoir une différence de capitalisation entre Stratégie et ce qu'ils détiennent en Bitcoin. Par exemple, si Stratégie continue de baisser, donc l'action, et que la capitalisation de Stratégie baisse encore, imaginons que ça aille à, je sais pas moi, à 50 milliards de valorisation, s'ils détiennent 70 milliards de Bitcoin et que la valorisation est de 50 milliards de Stratégie, ça aussi, ça pourrait les forcer à vendre potentiellement. Et donc, plus ils achètent, plus le prix baisse, plus ça peut être un risque éventuellement. Maintenant, voilà, ça reste positif de voir Stratégie qui lève encore de la dette, qui vend des actions pour acheter du BTC. Ça apporte de la demande, mais pour l'instant, ça relance pas les prix, puisqu'on en a parlé, il y a des acheteurs passifs, il n'y a pas d'acheteurs actifs sur ce marché pour le moment. Juste des acheteurs, on le voit au niveau des order books qui sont remplis. D'ailleurs, l'order book ici est en train de rebaisser un petit peu en termes de puissance du côté des acheteurs. Mais c'est pas tellement grave, mais en tout cas, on voit qu'il y a plus d'acheteurs pour le moment agressifs. C'est des acheteurs plutôt en buy limit, tranquillement ici, qui se positionnent. Donc c'est ce qui fait justement qu'on n'a pas une grosse hausse de Bitcoin, mais qu'on a un Bitcoin qui se maintient. Et du coup, d'un point de vue technique, il n'y a rien qui a changé pour le moment. Ça reste de la consolidation, ça reste du range. Tant qu'on maintient la dernière impulsion, pas de problème, on peut toujours aller aux 96 000. Si on commence à rompre cette impulsion haussière, ça sent plus le retour sous les 83 000. J'ai même envie de dire, l'objectif pour moi, ça serait les 80 500. N'oubliez pas le CME qui n'est toujours pas venu récupérer ses stops. Et vous êtes beaucoup à me dire, oui, pourquoi moi sur mon CME, c'est 75 000 $ ici? C'est normal parce que moi ici, je suis en contrat ajusté. On prend tous les contrats futurs, on en fait une moyenne. Et c'est ce qui fait ici que ça donne ces prix-là. Et c'est comme ça, je regarde le prix sur les futures. Donc, il n'y a pas de prise de stop ici. On s'est arrêté juste avant et c'est ce qui m'invite à penser que c'est un rebond. Après, encore une fois, est-ce que le rebond est déjà terminé ici? Est-ce qu'on va avoir droit à un rebond un peu plus profond dans les 96 ou 100 000 $? Ça, je ne sais pas. Mais je pense qu'on finira par aller sous les 80 300. De mon point de vue, encore une fois, c'est mon point de vue. Je peux totalement me tromper. Là, pour l'instant, j'ai plus un biais de direction vers 96 000 tant que cette impulsion est maintenue. Si cette impulsion cède, c'est le biais bearish principal qui reprend le dessus avec probablement pour moi un Bitcoin qui reviendra sous les 80 300. Et après, il faudra voir si on réagit ou pas sur ces niveaux. Et je voulais vous parler du dollar aujourd'hui, c'est la chose la plus importante. Le dollar index. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le dollar, et je vous le montre ici sur ce graphique, vous avez le dollar qui est juste ici. Un dollar qui est faible, ça permet aux indices américains généralement d'être assez forts et aux actions américaines. Également, le marché crypto en profite. On voit que sur cette phase de hausse du dollar, comme vous pouvez le voir ici, Bitcoin a pas mal chuté et on est dans une dynamique baissière et on a eu un mouvement de chute également sur les indices américains. Et j'ai envie de vous dire, même un petit peu sur l'or qui était très très bullish, qui s'est mis un petit peu à consolider. Ce qui est intéressant de noter justement, c'est qu'actuellement, le dollar est en train de rebondir un petit peu, et du côté de BTC, on voit que ça rebaisse immédiatement, et du côté des indices, ça consolide un petit peu au niveau de l'order block. Pourquoi? Parce qu'on est sur des niveaux clés, je l'ai déjà expliqué sur le dollar, on est dans la zone de fair value gap mensuel, et on est au niveau du dernier order block. Il n'y a pas encore de breaker block, ici le prix n'accepte pas sous ce creux. Si ça part en breaker, positif pour une poursuite du rebond sur les cryptos. Par contre, si le prix ici est venu chercher son fair value gap mensuel et qui réagit bien, il peut très bien repartir au nord et ça c'est pas positif. Bon, ça on l'a déjà expliqué techniquement. Maintenant du côté des institutions, quel est le positionnement institutionnel? Ici je vous ai mis le code de tous les contrats
qui permet justement d'analyser un petit peu comment sont positionnées les institutions. Est-ce qu'elles sont plutôt à l'achat ou à la vente? Et donc là, ça se voit direct. Pour le moment, les institutions ne croient pas en ce rebond. C'est-à-dire que on a une Fed qui baisse les taux d'intérêt, on a tout simplement une économie qui commence à ralentir un petit peu aux États-Unis. Il y a l'IA qui booste énormément, mais ça commence à ralentir un petit peu. On price peut-être le fait que la Fed va commencer à racheter des obligations potentiellement tous les mois, donc il va augmenter son bilan potentiellement un petit peu, rien de ce qu'on a eu pendant Covid, mais peut-être rehausser un petit peu le bilan, parce que là c'est la fin du quantitative tightening. Donc tout ça fait que ça pourrait raffaiblir le dollar, en tout cas pour le moment, côté institution, ça croit pas trop à ce rebond. Ça veut pas dire que parce que ça croit pas trop, ça s'expose pas trop à ce rebond, que c'est pas forcément un bottom. C'est peut-être un bottom ou pas, j'en sais rien. Mais en tout cas côté institutionnel, ça ne s'attend pas à une explosion du dollar pour le moment ici. Donc le dollar pourrait faire deux choses, soit continuer de baisser, donc consolidation, manipulation, expansion, et puis le dollar continue de baisser, favorable pour les cryptos, pour éviter en tout cas quelque chose de très baissier, ou alors le dollar vient récupérer les plus bas, et ensuite si là côté institution ça se réveille et ça se réexpose, là faudra se dire qu'il y aura probablement un bottom qui se dessine. Ça serait pas bon pour les cryptos. Mais en tout cas, pour le moment, ça ne croit pas en ce mouvement. Enfin, c'est même pas ça croit pas, ça se positionne pas à l'achat sur ce mouvement sur le dollar. Donc, côté institutionnel, ça estime que ce n'est qu'un simple rebond. Et donc, vu que ça estime que ce n'est qu'un simple rebond, de l'autre côté, on a justement Bitcoin, etc., qui peuvent potentiellement continuer de rebondir tant que le dollar met de la pression au sud. Mais je le redis encore une fois, il faudrait voir un breaker block ici, il faudrait pas voir le dollar repartir au nord, sinon ça ne serait pas positif. Et si jamais ça part en breaker, là, c'est bien pour les cryptos et donc ça confirmerait ce biais du côté institutionnel qui ne s'expose pas à l'achat, qui reste net short sur le dollar. Donc, il continue de spéculer sur un dollar plus bas au cours des prochains mois, puisqu'il y aura un prochain chairman de la Fed qui priorisera la croissance à l'inflation probablement et qui sera peut-être un peu plus souple sur les baisses des taux. Et donc, si on baisse les taux plus rapidement, ça peut affaiblir le dollar. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus, à vous abonner, à mettre un petit commentaire. Merci énormément à ceux qui jouent le jeu. N'oubliez pas, il y a plein de liens pour vous, plein de contenus gratuits en commentaire épinglé. On se retrouve tout à l'heure. À toutes. Ciao, ciao.